Juste une question. À quel moment les comédiens sont... À quel moment vous savez qui va jouer le rôle en fait, dans la création? Si c'est au début ou... On a l'impression que vous écrivez en fait, pour les rôles pour les comédiens, et peut-être c'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Ça m'est arrivé quelques fois. Je l'ai fait pour Maggie Chung, que j'écrivais pour elle quand j'ai écrit Irma Vep ou Clean. Je l'ai fait pour Asia Argento, parce que j'ai fait Boarding Gate. C'est un film que j'ai fait vraiment pour elle, autour d'elle, construit autour d'elle. Donc c'était... Ah, mais sinon, non. Sinon, encore une fois, prenons l'exemple de Carlos, ou le dernier film que j'ai fait après mai, j'avais pas la moindre idée de qui jouerait dans ce film. Pas la moindre. Même quand j'ai fait L'heure d'été, le film précédent, il n'y a aucun des rôles qui était arrêté dans mon esprit quand j'écrivais. Non, ça, je pense que tous les cinéastes le disent, et c'est vrai. L'essentiel du film se joue au moment du casting. Hein. C'est-à-dire que c'est là où les enjeux les plus intimes, les plus épidermiques du film sont présents, c'est au moment du choix des acteurs. D'abord parce que je pense que la présence d'un acteur est plus forte que le personnage. C'est-à-dire dans le sens où ce que dégage un acteur est quelque chose que le spectateur ressentira peut-être plus profondément, plus intimement que le personnage, disons que ce que j'imaginais à l'origine. Pour moi, c'est encore une fois l'analogie de la pièce de théâtre. Elle est pour moi, elle prend son sens exactement là, c'est-à-dire au fond, un rôle, quel qu'il soit, prend vie selon l'interprète qui va le jouer. Et au fond, un autre interprète donnerait une autre interprétation du rôle. Donc là, les choix qu'on fait, c'est des choix qui sont extrêmement significatifs, psychologiquement, humainement, émotionnellement. Donc ça, c'est la partie, je dirais, la préparation du film qui est la plus essentielle, à laquelle je consacre le plus de temps. Encore une fois, quand on parle d'un film comme Carlos, malgré la complexité absurde du film, l'essentiel de mon temps de préparation a été consacré à du casting. J'ai littéralement rien eu le temps de faire d'autre, matériel, parce que vu le nombre de rôles, et encore, on a commencé à faire le film, il en manquait la moitié. Il y a des acteurs qu'on a choisis, je sais pas, 48 heures avant de tourner. Mais pourtant, quand on prend un exemple, par exemple comme Carlos, où ça repose effectivement énormément sur Edgar Ramirez, qu'est-ce qu'on cherche à travers Edgar Ramirez. Plutôt, qu'est-ce qu'on cherche quand on n'a pas encore trouvé Edgar Ramirez? J'ai envie de dire qu'on cherche la certitude qu'on fera le film, dans ce cas-là. C'est-à-dire que moi, Carlos, j'y suis allé à reculons. Ça me faisait peur, je me disais, mais est-ce que j'ai passé 2 ans à faire ça? Enfin, ça me semblait une montagne à soulever. Je pensais que... et c'est d'ailleurs parce que j'y suis allé à reculons, parce que j'étais constamment prêt à y renoncer, que j'ai fini par faire le film exactement comme je voulais le faire. C'est-à-dire que je suis arrivé à imposer aux producteurs, aux partenaires, mes règles. C'est-à-dire faire un film qui ait cette durée-là, que je tournais pellicule, scope, dans les langues originales, autant que faire se pouvait dans les pays originaux, avec chacun des interprètes issus de la nationalité du personnage, et la liberté de choisir pour les rôles principaux des comédiens inconnus. Et pour ça, c'est vrai que j'ai bénéficié du soutien de Fabrice de la Patelière, qui est le responsable des fictions à Canal+, et qui a dit oui à tout. Mais la vérité, c'est que si, à un moment ou à un autre, quelqu'un avait dit non, j'aurais arrêté là. J'aurais arrêté là parce que je me dis je ne vais pas passer 2 ans à faire un film dont mon résultat je ne serai pas satisfait parce qu'il y a un paramètre essentiel qui va faire que le truc va être bancal. Ce que je cherche, mais néanmoins, pendant
tout le processus de la préparation, de l'écriture du film, les débuts de sa mise en place, j'avais quand même une sorte de gros nuage au-dessus de la tête qui était de me dire, mais au fond, ce film, si je ne trouve pas Carlos, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire avec je ne sais pas quoi, avec un acteur français, un acteur, même un acteur espagnol d'ailleurs. Je dis, il faut que j'arrive à trouver quelqu'un qui a ce truc latino-américain de cette époque-là. Et je ne savais pas qui, je n'avais pas la solution à ce problème qui me semblait un problème extrêmement compliqué. C'est-à-dire comment je vais trouver quelqu'un qui ait le bon âge. Hein, on raconte l'histoire de Carlos entre 20 ans et 45 ans. Il faut trouver quelqu'un qui a 30 ans. Il faut trouver quelqu'un qui est capable d'être à l'aise en espagnol, en français, en anglais, éventuellement en allemand, qui soit prêt à apprendre de l'arabe phonétique, qui comprenne quelque chose à la géopolitique des années 70. Je ne voyais pas qui. Je ne voyais pas qui. Et je me disais, je vais finir par ne pas faire ce film parce que je ne trouverai pas Carlos. Et puis, en travaillant très tôt dans le processus du casting du film, je travaillais avec Antoinette Boula qui a fait le casting de la plupart de mes films. Elle me dit, bon ben voilà, on regarde des images, des photos, des images de comédiens latino-américains qui éventuellement correspondraient physiquement, l'âge, etc. Il n'en a pas beaucoup, il y en a 5, 6, et puis on tombe sur Edgar Ramirez. Très tôt, parce que fatalement, il est vénézuélien, il a l'âge du rôle, il a la corpulence du rôle, fatalement on va vers lui. Donc, je dis à Antoinette, il y a 2 ou 3, on choisit peut-être 2 ou 3 comédiens, dont Edgar, en me disant peut-être ça vaut la peine de les rencontrer, ça vaut la peine de les envisager. Donc, Antoinette trouve le contact d'Edgar Ramirez, qui était en train de tourner en Colombie. On lui envoie, on s'adresse à son agent, on dit est-ce que ça vous intéresse, il dit écoutez, je ne sais pas si Edgar est libre, mais on peut étudier la proposition. On envoie le scénario, et dans le genre, Edgar rappelle dans les 48 heures en disant écoutez, moi ça m'intéresse de le faire, enfin en tout cas qu'on se rencontre. Et je dis oui, mais enfin comment on va faire, vous êtes à Bogota? Il dit c'est pas grave, je viens. Donc on s'est rencontrés à Paris. Et tout d'un coup, je rencontre ce type qui parle toutes les langues du monde, parce que son père était attaché, était diplomate vénézuélien, donc il a été en poste dans différents pays d'Europe. Il a grandi en se déplaçant d'une capitale européenne à une autre. Il est à l'aise en français, en espagnol, en anglais, en allemand, etc. Il parle même l'italien. Et du fait aussi de sa famille, de son père, de l'histoire de son père, et il a toujours été plongé dans un milieu diplomatico-politique. Donc au fond, l'histoire des relations géopolitiques pendant la guerre froide, c'est quelque chose qu'il a vécu, enfin qu'il a observé, y compris enfant, donc ça ne lui est pas étranger. Mais surtout, je le rencontre à Paris, et je me dis, mais au fond, c'est passionnant, parce que tout d'un coup, ça me fait comprendre quelque chose sur Carlos. C'est-à-dire que l'énergie d'Edgar Ramirez, ce qui dégage physiquement, et la façon dont il vient d'un autre monde, et dont il débarque à Paris, qu'il est une sorte d'ovni absolu, je me dis, mais au fond, c'est ça, Carlos. C'est ça, Carlos. L'histoire de Carlos, c'est ça. C'est quelqu'un qui vient d'un autre monde, qui vient d'une autre culture, qui a une énergie, une physicalité qui n'a rien à voir avec celle d'un comédien français. Et tout d'un coup, je me suis dit, en rencontrant Edgar, je me dis, bon ben voilà, maintenant, j'ai plus d'excuses pour ne pas faire ce film parce que j'ai trouvé Carlos. Ça, vous l'avez tout de suite su. Vous l'avez rencontré. Ouais, oui, tout de suite. Il y a un truc, c'est oui. quoi? Qu'est-ce qui vous dit? C'est évident, mais c'est évident pour les mêmes raisons que j'ai envie de dire que quand on voit le film, je crois, enfin le public adhère à Edgar Ramirez dès les 3 premières scènes parce qu'il se superpose à Carlos d'une façon convaincante. Moi, je ressens exactement la même chose quand je le rencontre. C'est pareil. Hein. C'est pas un truc que j'ai inventé ou fabriqué, c'est lui qui dégage ça. Une question? Ouais, c'est plus en fait pour peut-être réagir à ce que vous venez de dire, d'une manière peut-être plus générale, vous diriez que pour pouvoir faire un film au plus proche de ses envies, en tant qu'auteur, en fait, il faut être prêt à renoncer à chaque instant à son film. Oui,
Oui, enfin, il faut être prêt non, il faut chaque instant être capable de le réinventer. Il faut être capable de constamment le remettre en cause, de remettre ses propres idées en cause, de remettre ses propres convictions en cause, parce que souvent ce que vous apporte la réalité est plus fort que votre imagination. Ça, j'en suis convaincu. Quoi ? Parce que souvent, en tant que jeune cinéaste, on peut arriver avec une espèce de... on mythifie le réalisateur en tant que grand maître qui maîtrise son art. Donc, on dirait que peut-être avec la sagesse et l'âge et l'expérience qu'on apprend, c'est plutôt l'inverse de l'intuition première qu'on a, pas le grand artiste qui plie la réalité à tous ses envies, mais en fait disons que moi je pense qu'il y a des très grands cinéastes qui sont des cinéastes du contrôle, de la maîtrise. Moi j'aime pas ça. Enfin j'aime pas ça en art en général. Enfin je peux l'admirer. C'est-à-dire qu'il y a des artistes que j'admire, mais enfin que je mets au-dessus de tout, qui sont des artistes qui au fond un contrôle, une précision. Mais Bresson, par exemple, je veux dire, moi je mets rien au-dessus de Bresson. Bresson, c'est extrême, etc. Mais en même temps, j'ai envie de dire que dans Bresson, il y a de l'invisible, quoi. Et donc l'invisible, ça rentre, je pense, y compris hors de son contrôle. Mais disons que moi, pour ce qui est de ma pratique à moi, c'est vrai que je crois au contraire dans le refus de la maîtrise et dans le refus dans le refus du contrôle. C'est-à-dire, je pense que c'est pour ça aussi que je crois dans des choses qui ont à voir avec la figuration, avec la peinture impressionniste, etc. Enfin, dans le fait de mettre son chevalet dehors et de regarder la lumière et la nature, quoi, et d'essayer de la saisir, non pas d'imposer sa grille dessus, mais de laisser les choses venir à soi, quoi. Ouais. Mais du coup, vous parlez beaucoup de cette énergie du faire en fait, au moment du tournage, qui est sur le temps de fabrication d'un film assez restreint finalement. Comment vous gérez en fait, du coup, tous ces moments où vous n'êtes pas dans le faire à proprement parler, qui est peut-être ce temps d'écriture, oui. Comment ça se passe dans les temps d'entre-deux, quoi, ouais. en fait c'est un peu une drogue, hein, les tournages. Donc du coup, il y a un peu de manque. Enfin, il y a une sorte de manque du faire, il y a une sorte de frustration du faire, pour moi. Mais en même temps, il y a une sorte de chose cyclique. Ça, c'est Truffaut qui disait ça, je trouve ça tellement juste, quoi. Où il disait le cinéma me donne le meilleur emploi du temps possible, où on est dans une sorte de mouvement qui est celui, enfin, encore une fois, du faire, de la fabrication, où on va vers l'extérieur, on construit quelque chose de façon partagée, collective, etc. Et puis après, il y a un autre moment qui est un moment de retour sur soi, et qui est un moment de grande vulnérabilité, au fond, mais qui est aussi un moment d'introspection. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture, enfin, la raison pour laquelle beaucoup de cinéastes... Il y a un truc assez... Bon, moi, je tiens à l'écriture. J'aime écrire, donc je suis assez jaloux, quoi, de l'écriture, parce que aussi c'est pour moi, dans le cycle de la fabrication du film, quelque chose de vital, parce que ça m'oblige à repartir de zéro, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de cinéastes, et parmi les plus grands, à Hollywood, je veux dire, ils finissent un film, ils vont dans leur bungalow, il a une petite vie comme ça de scénario, et ils les lisent un par un jusqu'à ce qu'ils trouvent celui, etc. Et puis après, ils repartent, ils se remettent à fabriquer. Et de la même manière, dans un système qui est plus proche de moi, qui serait le cinéma français, il y a beaucoup de cinéastes qui ont besoin de travailler avec un scénariste. C'est pas que le scénariste leur sert à grand-chose, mais ça les libère de l'angoisse, de la solitude de l'écriture, entre autres choses. Et cette angoisse de la solitude de l'écriture, moi, je m'en sers. Le sentiment, quand le film est terminé, et d'être obligé de... Parce que vous parlez du temps, de l'âge ou de la sagesse, ou que ce soit, ça, hélas, je crois pas en être là, mais je crois que personne n'en est jamais vraiment là, parce que il y a toujours le sentiment que on sait pas faire ce qu'on a fait, quoi. C'est-à-dire, je veux dire, il faudrait refaire Carlos aujourd'hui, je sais pas par quelle bouche je le prendrais, quoi. Aujourd'hui, je devrais commencer à faire
à tourner un film demain, j'aurais aucune sécurité, aucune certitude, je ne serais pas plus sûr de moi que je l'étais quand j'ai fait mon premier film, quoi. J'ai l'impression que chaque film, on réinvente tout. Il y a pas on n'apprend pas grand-chose en fait. On apprend quelques trucs techniques pour gagner du temps, pour arriver à finir une journée de tournage, pour faire semblant de savoir quand on ne sait pas, enfin ce genre de trucs. Chaque film est une histoire différente, et où chaque fois il y a le sentiment de repartir de nulle part. Et c'est important. C'était pour moi, je recommence à écrire en ayant le sentiment de ne pas savoir écrire et de ne pas savoir faire des films. Je ne veux surtout pas m'appuyer sur des choses que j'ai faites. C'est pour ça qu'en général, je fais des films qui sont en général en contradiction avec le précédent, parce que j'ai envie, encore une fois, de ne pas me répéter ou de ne pas m'imiter moi-même. Mais, évidemment, il y a à l'intérieur de ce processus-là, un processus de remise en question de soi, d'autocritique, et qui est extrêmement important. Mais voilà, une fois qu'on a vécu ce cycle de l'écriture, c'est vrai qu'on piétine un peu d'impatience, enfin en tout cas moi, de pouvoir me mettre à fabriquer, même si il y a y compris de la peur. Il y a de la peur à commencer un film. Il y a du trac. Vous dites que vous recommencez tout le film comme le premier, ça un peu longtemps. En même temps, vous avez parlé avant du fait des acquis que vous aviez pu obtenir d'un film à l'autre, en laissant, par exemple, en vous donnant plus de liberté, ou en vous... Oui. Alors, cette expérience, en fait, elle serait oui, non, mais parce que, par exemple, le dernier film que j'ai fait après mai, je l'ai tourné avec des adolescents. Ils ont 17, 18 ans, la plupart d'entre eux n'ont jamais vu une caméra. Je ne peux pas les laisser improviser. Moi, je parlais de l'improvisation, la façon dont je réinvente les plans, les scènes, je le fais un peu à leur insu. Mais eux, je ne peux pas leur donner l'espace, parce qu'ils ne seraient pas à l'aise dans une improvisation, surtout comme il s'agit des années 70, ils ne trouveraient pas le langage, ils ne trouveraient pas le mot, etc. Donc du coup, je ne me sers pas de ça. Je me sers très peu au fond de l'improvisation. Moi, je réinvente les scènes, je les amplifie, je me sers beaucoup plus de choses collectives, de mouvements de figuration, je sais pas, etc. Mais par exemple, les choses que j'ai pu faire dans le travail avec quelqu'un comme Edgar Ramirez, Alexander Scher, Nora von Waldstetten, etc. sur Carlos, je ne peux pas les reproduire quand je fais après mai. Une question en haut, oui. Oui, allez-y. Vous avez levé la main. Ouais. J'essaie de rebondir par rapport à ce que vous avez dit là. Quand vous parlez je crois que c'était par rapport à Carlos, que vos acteurs arrivent sur le plateau et directement vous les mettez dans le bain, vous leur laissez pas le temps de s'adapter, de se mettre en place vraiment. Est-ce que vous faites ça aussi sur après-mai par exemple, avec des acteurs jeunes? Oui. Donc l'improvisation, elle n'est pas là pour vous, c'est pas... Non, je veux dire, je fais ça presque à plus forte raison sur après-mai, parce que j'essaye parce que comme ils n'ont pas d'expérience du cinéma, j'essaye qu'ils oublient le plus possible la présence du cinéma, qu'ils soient le moins conscients possible de la machine qu'il y a autour d'eux, etc. Donc là pour le coup, comme il y a moins de maquillage, il y a moins de ceci, il y a moins de cela, c'est plus fluide, quoi. C'est-à-dire, ils peuvent littéralement arriver sur le tournage et assez vite se retrouver devant la caméra qui tourne. Mais non, quand je parlais d'improvisation, c'était tout simplement de leur donner de l'espace pour rendre les scènes plus vivantes. Par exemple, c'est vrai que par exemple, quand je suis en train de tourner avec les comédiens, quand je parle d'improvisation, il y a des choses qu'ils apportent eux, et puis il y a des choses que j'apporte moi, du point de vue de l'improvisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je regarde une scène et je dis, mais en fait, tiens, ça marche pas, parce que pourquoi tu n'essayes pas de rajouter cette réplique-là, pourquoi tu dis pas ceci, pourquoi tu dis pas cela, pourquoi tu n'enlèves pas la moitié de cette réplique-là qui était prévue. Enfin, disons que je réinvente un petit peu le rythme de la séquence avec eux, mais avec des jeunes gens qui ne sont pas comédiens, etc., je ne peux pas le faire. Je peux pas le faire, j'enlève la moitié d'une réplique, ils sont paumés, ils n'ont plus leur repère, quoi. C'est intéressant parce qu'on pourrait s'imaginer que ce soit l'inverse, qu'il faille que les acteurs se mettent en place, prennent conscience de ce qui est autour de la machine cinéma, pour qu'ils puissent avoir la confiance d'improviser. Et pour vous, en fait, c'est pas le cas. Le processus, il fonctionne vraiment différemment. Oui, parce que disons que
chaque acteur fonctionne différemment. Hein. Objectivement, il n'y a pas de règle. Hein. C'est très difficile de parler en généralité. Mais enfin, néanmoins, il y a des choses, il y a de la technique. Hein, il y a de la technique qui fait et je dirais presque qu'il y a un sens musical de la justesse de l'expression. Donc, quand je dis que je peux laisser de l'espace à un acteur pour créer, inventer, improviser, c'est parce que j'ai la sécurité, le sens, le sentiment que ce qui contribuera, ce qui va apporter sera juste, sonnera juste, il va se laisser emporter par le mouvement de la scène. Moi, je fais des plans qui sont relativement assez longs, donc du coup, il y a de l'espace, il y a du temps pour jouer. Il va être emporté par l'énergie de la scène, et tout d'un coup, il y a des mots qui sortiront, une manière de réagir qui sera la sienne, qui ne sera pas les mots qui ont été écrits. Donc, pour moi, il y a cette capacité d'oubli de soi, ça a quand même un peu à voir avec la technique des comédiens. Donc, dans la question, il y a un malentendu entre la notion d'improvisation. Si je comprends bien la question, l'improvisation serait de l'ordre du spontané. Et votre réponse, elle dit bien que l'improvisation, c'est pas de l'ordre du spontané. Disons qu'il y a les deux. Il y a les deux. Disons qu'il y a des choses qui jaillissent pour la première fois dans un plan sans qu'elles aient été anticipées. Donc ça naît, j'ai envie de dire, du processus. Comment dire, encore une fois, prenons justement Carlos encore, puisqu'on parle de ce film-là, et c'est encore le meilleur exemple. Autant, je répète pas, autant ça peut arriver quand même de faire beaucoup de prises. Donc on va dire qu'il y a une partie, après au montage, je me servirais peut-être d'une des premières prises, mais enfin je me servirais aussi peut-être d'une des dernières. Il n'y a pas de règle. Mais enfin, entre la première prise et la dernière, c'est plus le même plan. Parce que j'ai changé des choses du point de vue du jeu, j'ai changé des choses du point de vue de la position des acteurs, j'ai changé des choses du point de vue de ce qu'ils disent. Et au montage, en général, je me rends assez vite compte qu'au milieu de tout ça, il y a une prise qui est la bonne et qu'aucune des autres ne fonctionne. Parce que c'est celle où il y a un mouvement de caméra que tout d'un coup, l'opérateur saisit un truc qu'il n'avait pas saisi jusque-là, l'acteur qui est dans un rythme qu'il n'avait pas trouvé jusque-là et qui tout d'un coup s'impose. Et en général, c'est vraiment le moment du surgissement. C'est quand il le fait pour la première fois. Quand il le refait pour la deuxième fois, il est déjà conscient et c'est déjà un petit peu plus mécanique. Mais du coup, est-ce qu'on cherche à ce que chaque prise soit différente ? Oui. Et que ce soit constamment une forme d'improvisation ou quelque chose il faut qu'il y ait du vivant. C'est-à-dire que moi, en général, souvent, la courbe, c'est... Alors, il y a des plans qui fonctionnent tout seuls, y compris compliqués, on les met en place, ils se tournent, on les fait 4 fois, je ne sais pas pourquoi, ça marche. Puis il y a des plans, la plupart, souvent, c'est des choses où tout d'un coup j'imagine, tiens, on fait ceci, on commence ici, après il y a tel personnage qui rentre, l'autre qui sort, on passe à un tel, où la porte s'ouvre, ouais. Long plan, plein d'événements de toutes sortes, on commence à le tourner et c'est absurde, enfin ça marche pas du tout, quoi. Enfin, je veux dire, etc. Et je dis, mais au fond, c'est peut-être le plan est mal conçu, etc. Mais je me dis, bon, je suis mis vraiment dans un gros problème. Et puis, on ajuste un ou deux trucs, puis la deuxième prise, ça commence déjà bizarrement, etc. Troisième, c'est encore informe, mais je me dis, tiens, en fait, peut-être, etc. Puis tout d'un coup, ça a lieu. Le truc tout d'un coup, tiens, en fait, ça marchait. En fait, ce n'est pas si idiot que ça. Je suis arrivé à faire partager le truc et il semblerait que tout d'un coup, ça existe avec un certain naturel. Et puis après, ça devient raide. Ça devient, tout le monde a trouvé sa place, et puis on refait exactement la même chose, et puis ça marche pareil, mais ça devient ennuyeux. Et après, il faut arriver à le casser. Parce que si on a le sentiment qu'il y a mieux que ça à faire à l'intérieur du plan, il faut commencer à casser le truc et à déstabiliser, à leur balancer des bouts de réplique. Parce que, par exemple,
la façon dont je travaille, souvent avec les comédiens, je me sers beaucoup de ce qui est un peu ma timidité. Un peu. Donc c'est dans le sens où on vient de tourner une scène, je dis super, mais pourquoi tu n'essayes pas de dire un truc comme ça, etc. Et j'articule qu'à moitié le truc. Et en me disant, il a compris ce que je disais, mais en fait, j'ai pas envie qu'il répète mes mots, quoi. Donc j'ai envie qu'il comprenne l'idée générale, mais qu'il n'ait pas forcément bien entendu ce que je lui demandais, ou que ce que je lui demandais, j'ai pas envie que ce que je lui demande soit d'une précision qui fait qu'il contraigne et que tout d'un coup il imite etc. Mais j'ai envie qu'il comprenne l'idée générale, qu'à cet endroit-là, il contribue quelque chose un peu dans la direction que je lui ai suggéré. Vous avez besoin par contre que la caméra soit allumée pour que cette chose soit ça n'existe pas en répétition. Non. Vous n'y arrivez pas en répétition, vous ne trouvez pas les solutions. Non, parce qu'en répétition, pour moi, le cauchemar de la répétition, c'est le cauchemar. Hein. Pour moi, c'est vraiment le truc, l'ennemi absolu, et ça m'est arrivé, etc. Parce que quelquefois, les acteurs, quand je faisais des répétitions techniques, et c'est pour ça que j'en fais plus, parce que des fois, les acteurs, ils ont tellement envie de jouer, que tout d'un coup, les trucs, ils sortent tout seuls. Je dis, ne joue pas, et puis tout d'un coup, les acteurs, ils jouent, et le truc sort, et c'est impeccable, c'est ça, et la caméra n'a pas tourné. Et après, moi, je suis malheureux comme les pires, parce j'arrive jamais à retrouver le naturel de ce truc qui s'est perdu tout seul, à un moment donné où il y avait quelqu'un qui était en train, personne n'écoutait, les gens étaient en train de marquer la place des pneus de la Dolly, quoi. Charlotte ? J'ai plusieurs questions concernant le comédien. Déjà, est-ce que, selon vous, tant qu'on n'a pas flashé sur un comédien, ça ne vaut pas du tout le coup de tourner un film? Oui. Finalement, c'est le comédien qui porte le film. Non, oui. Je pense que les comédiens, il faut flasher dessus. C'est exactement ça. Et tant qu'on n'a pas eu ce flash... Non, mais disons, à plus forte raison quand il s'agit quand je fais un film comme Carlos, hein, qui est sur un personnage historique, avec lequel il ne faut pas tricher, quoi. C'est-à-dire dans le sens qu'il y a d'autres films sur lesquels il peut y avoir des accommodements, etc. Mais sur un film comme Carlos, par exemple, Gaël Garcia Bernal voulait le faire. Donc vous imaginez la pression que j'ai eue des producteurs, de tout le monde, etc. En même temps, il faut le faire avec Gaël Garcia Bernal, c'est une superstar, etc. Mais je dirais, Gaël Garcia Bernal, il mesure 1m52, c'est un gringalet, il est un excellent acteur, mais c'est pas Carlos, quoi. Je veux dire, donc à un moment donné, ça devient tout de suite du mauvais cinéma. Ou je sais pas, je veux dire, je prends un exemple complètement bête, mais quand Oliver Stone fait Alexandre le Grand avec Colin Farrell, c'est ridicule, parce que Colin Farrell, c'est ce que vous voudrez, sauf Alexandre le Grand. Et après, quoi que vaille le film à la base fonctionne pas, parce que c'est juste pas le bon acteur, c'est pas le bon corps. Et donc, Carlos, il faut que j'ai quelqu'un qui parle toutes ces langues, qui est physiquement Carlos, et qui se superpose à l'image qu'on a de Carlos. C'est obligé.